Bonjour à toutes et à tous. Merci à ceux qui nous rejoignent via le Zoom online et aussi à vous qui avez fait le déplacement ce matin pour nous retrouver donc au siège d'Oracle à Colombes. Voilà, bienvenue. Je suis ravi de vous accompagner donc, pour ce matin et puis pour toute la semaine en fait, pour toute la Data Week qui va se dérouler aujourd'hui et puis et jeudi également. Donc, je suis Patrick Lemartret, je suis directeur marketing chez Oracle. Pour cette première session, je regarde mes slides. Si, voilà, voilà, très bien, merci. Donc, sur la première session, on va travailler donc sur la Modern Data Platform. On va être donc sur un retour sur tous les outils qui vous permettent de préparer, qui vous permettent de migrer, qui vont vous permettre de nourrir en fait des nouvelles applications dans le cloud et sûrement pour l'intelligence artificielle dans un très court terme. Donc ça, c'est pour ce matin. Pour toute la semaine, si je reviens donc rapidement, cet après-midi, on va faire un focus donc sur la nouvelle version de la base de données, sur la 23C, donc sur tous les aspects convergence, donc tous les types de données, tous les types de workflows, et puis aussi l'aspect automatisation avec Autonomous. Donc ça, c'est pour cet après-midi. Et puis jeudi matin, on se retrouve pour les aspects sécurité de la data, sécurité des bases de données. Et puis jeudi après-midi, on sera sur une session que je trouve particulièrement intéressante. Vous savez que Oracle, on investit beaucoup dans le sport en termes de sponsors, donc sur la Formule 1, sur la voile, sur le foot, également avec la Première Ligue. Et donc cette session-là, elle est complètement orientée en mode use case. Quel type de données on récupère autour de ces sports et comment on les transforme et on aide à la fois les sportifs et aussi les fans. Donc ça, c'est pour jeudi après-midi pour clôturer notre Data Week. Quelques propositions voilà, pour cette semaine. Donc, autour du cloud Oracle, on a un programme qui s'appelle Oracle Cloud Free Tier et qui vous permet, il a deux modes. Il a un premier mode qui permet d'utiliser en fait, le cloud de façon illimitée, donc dans un scope un peu limité, mais tout en termes de durée, vous pouvez vraiment développer des petites applications et les conserver de façon illimitée. Et puis sinon, il y a un petit crédit qui permet d'utiliser l'ensemble des services disponibles sur OCI. Autre prouesse, proposition, je vous invite à rejoindre ce groupe LinkedIn qui est tout en français, sur lequel vous retrouvez l'actualité notamment donc les contenus qui vont être délivrés pendant toute cette semaine, donc avec les replays et les présentations, des sessions qu'on a pu faire aussi dans le passé, et puis toutes les nouvelles informations sont consignées sur ce groupe LinkedIn, donc n'hésitez pas à scanner et à rejoindre ce groupe. Je vais vous présenter maintenant nos intervenants, le Safe Harbor pour dire voilà, ce que l'on va dire ce matin n'a pas vocation de contrat. Et puis nos intervenants ce matin, ça va vous permettre aussi de vous donner un peu l'agenda de ce matin. Donc en termes d'intervenants, on accueille donc nos experts du conseil Oracle, Oracle Consulting. Ils vont revenir donc sur des cas concrets, voilà, des projets qu'ils mettent en œuvre ou qu'ils ont mis en œuvre justement dans ces préparation et migration donc, de données donc, vers le cloud. Ce sera avec Michel Bottion et David de Veilly tout à l'heure. Également, on va ce matin, voilà, comme on travaille la data platform, on veut vraiment illustrer toutes les technologies de gestion de données. Donc, on reviendra donc, sur MySQL avec Olivier Dassini. Et puis, tout de suite, je vais passer la parole donc, pour la Modern Data Platform à Marc Bourgier et puis Saïd Miri, que j'invite voilà, à prendre ma place. Voilà, très bonne session à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, ravi d'être ici et de vous présenter la Modern Data Platform, ce que c'est la vision d'Oracle de cette data platform. Alors, on sait tous ce qu'est une data platform, un entrepôt de données et une utilisation derrière. Ce que Oracle a voulu rajouter dessus, c'est toute une partie d'intelligence et de machine learning au-dessus, à tous les niveaux. Que ce soit au niveau des applications Oracle en mode SaaS, mais également pour tout ce qui est la data en elle-même, ramener de la valeur là-dedans, sur l'infrastructure également. Et donc, on va arriver là. Qu'est-ce qu'une data platform? Il y a un mot qui est un peu clé dedans, ça s'appelle data. Donc, fatalement, la première chose à voir, c'est l'entrepôt de données. Entreposer les données et les utiliser, que ce soit en termes transactionnels ou en data warehouse.
Au-dessus de ça, il y a toute la partie visualisation. Qu'est-ce qu'on en fait de ces données? Parce que c'est bien gentil d'avoir des données quelque part, mais si on ne les utilise pas, beaucoup de stockage, peu d'intérêt. Donc toute une couche de visualisation, que ce soit avec de l'analyse, que ce soit de l'IA générative ou du l'IA de la machine learning. Après, autre chose qui est important, c'est comment récupérer ces données. L'avantage avec la moderne data platform d'Oracle, c'est qu'on peut intégrer des données structurées, non structurées, également des données applicatives avec des batchs, du streaming. Tout ça pour dire, c'est l'important d'une moderne data platform, c'est de ramener de la valeur à une plateforme de données. Donc, on va ramener de l'automatisation dans les process, on va ramener de l'intelligence artificielle au niveau de la base. Et pour toutes les datas, toutes les applications. Et surtout, l'important, c'est qu'elles peuvent venir de partout. Pas uniquement d'Oracle, mais également chez vous, on-premise, que ce soit chez des concurrents, que ce soit Azure, AWS, des applications en mode SaaS, on peut récupérer et agréger ces données de partout. Je vais passer la main à Saïd. Merci. Bonjour à tous. Alors, on peut se poser la question, pourquoi on a besoin d'une moderne data platform? Parce qu'on peut tout à fait rester sur nos vieilles technos, sur nos vieilles plateformes et faire un peu faire répondre aux besoins de certains besoins. Le problème, c'est que les développements sont de plus en plus complexes. Ces développements font appel à des données qui viennent un peu de différentes sources, de différentes natures. Bien sûr, on connaît tous maintenant les IoT qui arrivent de façon importante. On fait du machine learning pratiquement en temps réel. On a des documents de type texte, de type JSON, etc. Tout ça, donc il faut l'intégrer, l'exploiter et en sortir la valeur. Alors, pour répondre à ces besoins, à ces nouveaux besoins-là, on a de nouvelles méthodes de développement, de nouveaux paradigmes qui sont apparus, tels que, par exemple, les microservices. Maintenant, toutes les applications partent sur des développements microservices. On voit encore des applications qui partent sur un développement monolithique, mais bon, ça ne va pas très loin. Et on connaît tous, ça prend un peu de retard, ça prend beaucoup de retard, sinon ça n'aboutit pas. On a des développements qui sont basés sur des API, sur des events. On a du développement continu, de la livraison continue, donc et du développement low-code. Ce sont des nouveaux besoins qui nécessitent une nouvelle plateforme, une plateforme moderne. Alors, on a deux façons de faire au niveau base de données pour répondre à ces besoins, ou bien travailler en mode base de données spécifique, spécialisée pour chaque besoin, c'est-à-dire une base de données qui contient que des données IoT, des bases de données qui contiennent des données spatiales, etc. Donc, vous imaginez bien que les échanges entre ces bases de données, il faut les maintenir. Il faut avoir un mécanisme, développer un mécanisme qui échange les données entre ces bases de données et le maintenir. Ça devient complexe. Sinon, la deuxième façon de faire, c'est la façon d'Oracle proposée par Oracle, c'est avoir une base de données convergée qui contient différents types de données qui permet d'absorber, d'assurer n'importe quel type de workload à n'importe quelle échelle. Je pense qu'il y a un problème avec le... Un petit problème technique, mais on peut continuer. Alors, donc il ne suffit pas de mettre toutes les types de données dans une seule base de données convergée. Donc, pour réduire encore plus la complexité du développement, Oracle propose pour chaque type de développement une technologie spécifique, robuste et sécurisée pour éliminer la complexité des architectures. Par exemple, maintenant, vous développez toutes vos applications, vous les mettez en service sous Kubernetes, par exemple. Oracle propose de mettre les données en face sur des pluggable databases. Et sachant que maintenant, Oracle supporte des bases de données sur Kubernetes, et même avec les dernières versions, on peut même délivrer des bases de données sur Kubernetes en mode cluster. Pour faire appel à pour faire des applications basées sur des API, on a une application ORDS qui s'appelle Oracle REST Data Service qui permet
que vous pouvez installer sur un serveur d'application ou sur un serveur standalone qui vous permettre de faire des appels aux bases de données en mode API. On peut faire du développement low-code avec Apex, etc. etc. Alors, le développement d'applications modernes se fait en mode continu, c'est-à-dire on est en CI/CD, c'est-à-dire qu'on a des applications qui sont 24 sur 24, 7 jours sur 7, qui ne peut pas supporter d'arrêt de service. Donc, Oracle met en face une technologie qui s'appelle Oracle Online Definition, qui va vous permettre de délivrer de nouvelles versions d'applications, de nouvelles versions de bases de données sans arrêt de service. Merci Saïd. Donc effectivement, Saïd vous a présenté la base de données convergée, qui est la philosophie d'Oracle. Mais également, merci, moi je vais vous représenter quelque chose où on a voulu aller encore plus loin que la base de données convergée. C'est vraiment l'Autonomous Database. Donc c'est une base de données convergée, mais sur laquelle on a rapporté de l'intelligence avec de l'IA, du machine learning, pour permettre d'avoir une base de données qui s'auto-provisionne plus ou moins, mais également qui s'auto-répare et qui va analyser ses performances pour pouvoir s'améliorer. Oracle propose 3 grandes familles d'Autonomous, 4 en comptant MySQL. La première, c'est la partie Transaction Processing. C'est ni plus ni moins qu'une base OLTP, avec cette intelligence. Le Data Warehouse, tout le monde connaît, c'est l'entrepôt de données, qui va permettre de pouvoir faire du data warehousing, de l'analytics. Et également, une des dernières choses, c'est la partie JSON, pour pouvoir faire une base de données plus typée document. Et bon, alors, Olivier reviendra un peu plus tard, et je ne vais pas me substituer à lui, parce que ça serait très mal expliqué, mais MySQL propose aussi de l'automatisation avec HeatWave. Et alors, cette base de données peut être provisionnée sur 3 environnements, dirons-nous. Le premier, c'est en mode cloud public ou cloud souverain. Que ce soit en serverless, donc mutualisé avec plusieurs autres clients sur une infrastructure, ou en mode dédié, là c'est votre infrastructure à vous. Mais également, on a voulu le ramener dans vos data centers, avec nos offres Exadata Cloud at Customer, et également ce qu'on appelle la DRCC, la Dedicated Region. Et une annonce qui va venir, et pour bientôt on espère que ça sera available, c'est sur la partie Oracle Database at Azure. Je t'en passe la main. Oui, merci. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que pour répondre à différents besoins de développement, etc., on peut utiliser une base de données convergée qui contient différents types de données et qui répond à différents types de workloads. Mais ça ne veut pas dire que cette base de données, elle doit être installée sur un seul serveur, hébergée sur un seul serveur, une seule plateforme, sur un seul stockage. Et même si c'est déployé en mode cluster, ça reste quand même vulnérable et ça atteint un certain limite au niveau de la scalabilité. Donc Oracle propose une solution qui s'appelle Oracle Sharding, mais qui est malheureusement pas très connue en France, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Ça permet de répartir une base de données sur plusieurs serveurs. Ces serveurs ne partagent aucune ressource, que ce soit ni la CPU, ni RAM, ni réseau. Donc, le fait de répartir une base de données sur plusieurs serveurs indépendants, ça répond à 3 objectifs principaux. Premièrement, la scalabilité, c'est-à-dire vous avez besoin d'une puissance, vous rajoutez un serveur et les données sont rebalancées automatiquement sur ces différents serveurs. Ça répond aux besoins d'extrême availability, c'est-à-dire que comme on est réparti sur plusieurs serveurs, s'il y a un serveur qui tombe en panne, on n'a que les données qui ce serveur-là qui sont impactées. Et en plus, ce serveur-là peut être redondé. On peut mettre du DataGuard derrière, etc., ou du RAC. C'est complètement compatible puisque ce sont des serveurs bases de données indépendants. Ça répond également à un besoin de réglementation législative. Il y a des pays qui disent que leurs ressortissants, leurs données doivent rester dans le pays. Donc, on peut avoir une seule base de données dont une partie est on-prem et une autre partie dans un cloud public. Donc, on reviendra dessus si vous avez des questions sur le sujet. On sera ravis d'y répondre.
Alors ça, c'est une architecture, mais rapidement, c'est une architecture chez un client qui utilise du Sharding. C'est-à-dire vous avez ici deux régions. On a une partie des données qui sont rouges et verts d'un côté, une partie des données bleues et jaunes d'un autre côté sur d'autres régions. Ce sont des serveurs qui sont complètement indépendants. À chaque fois qu'une requête arrive, les drivers JDBC modernes maintenant permettent de diriger la requête vers le serveur où il y a les données. Et vous voyez que chaque serveur, il est redondé localement avec un data guard et on a une réplication data guard entre différents serveurs, entre différentes régions. Merci Saïd. Donc effectivement, comme je vous l'expliquais juste avant, un entrepôt de données, c'est une data platform. Nous, ce qu'on est là ici, c'est pour la moderne data platform. Donc c'est de ramener de l'intelligence et du machine learning. Typiquement, Oracle, sur ces modernes data platforms, a ramené du machine learning pour pouvoir améliorer et optimiser ces bases. Alors que ce soit dans le cloud ou on-premise, on peut avoir de l'optimisation d'algorithmes qui va permettre de pouvoir accélérer tout ce qui est transaction et également tout ce qui est requêtage. Pour tout, également tous des modèles d'apprentissage autour de ces données-là pour permettre du data lake. Également une meilleure protection des données, puisque la sécurité de la donnée est quand même un enjeu capital pour nos clients. C'est quelque chose, dans le cloud et même on-premise, on ne rechigne pas dessus. C'est de base et c'est obligatoire. Et également, ça va permettre des cas d'usage très intéressants, que ce soit de la maintenance prédictive. Il y a un nombre de DBA dans la salle et je suppose également sur Zoom. Faire de la maintenance sur une base de données est long et fastidieux. Là, on va ramener cette intelligence qui va vous permettre de pouvoir vous affranchir en partie de ces tâches-là pour pouvoir limiter les erreurs. Également faire de la root cause analysis, comprendre d'où vient le problème. Et après, des cas plus concrets, on peut parler de fraude au paiement, où le machine learning va permettre de pouvoir détecter des anomalies, que ce soit de l'operational improvement. Donc, en fait, vous avez un problème sur votre application, la base de données va analyser son fonctionnement pour pouvoir vous apporter une meilleure optimisation et un meilleur rendement. Il reste 1 minute 37. Alors, le machine learning, c'est quelque chose qui existe dans les bases de données depuis très très longtemps. Avant, ça s'appelait data mining, etc. Mais c'est comme c'est indiqué, ça fait 20 ans que ça existe dans la base de données. Donc, les algorithmes sont mis à jour, optimisés, et on en a de nouveaux qui arrivent, etc. Donc, c'est quelque chose qui est comprise dans l'entreprise édition et qui existe depuis longtemps et qui est robuste. Alors, quand on parle de machine learning, voilà, déjà, il y a un frein parce que les gens ils disent c'est complexe à utiliser, donc il faut être data scientist, etc. On a mis juste un petit exemple ici pour dire, voilà, pour utiliser le machine learning, vous avez besoin vraiment, vous pouvez travailler en mode SQL ou avec du Python, avec du R, mais en mode SQL, c'est, voilà, vous créez un modèle. Si vous avez des données à exploiter en machine learning, vous créez un modèle. Il y a une petite partie qui est filtrage et travail de données, mais on ne l'a pas mis ici. Vous avez créé un modèle et l'appelé. C'est tout ce qu'il y a à faire. Je veux dire, quand on est un DBA, qu'on connaît un peu du PLSQL, on peut s'y mettre très, très facilement. Alors, je continue. Donc, partons du fait qu'il y a un constat que 80% des données qu'on traite, qui sont échangées, etc., ce sont des données non structurées, que ce soit des mails, des vidéos, etc. Donc, traiter ces données-là... pardon, pourquoi c'est revenu ? Alors, traiter ces données-là, donc l'intelligence artificielle avec l'analyse vectorielle va apporter une aide, super aide pour traiter ces données-là. Donc, on va prendre des données qui sont de type non structuré, on va les transformer en vecteurs, on va les intégrer dans une base de données et ça va permettre de comparer des vecteurs entre eux. Donc, ça va être, il y a une session cet après-midi qui va parler des nouveautés de la 23C, qui va parler de ce sujet-là. Donc, Oracle également fait le choix d'intégrer l'analyse vectorielle dans la base de données, c'est-à-dire on a une base de données convergée qui contient tous les types de données dont on a parlé,
plus l'analyse vectorielle. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'externaliser vos données, de les transformer en vecteurs, de faire des recherches dessus. Tout se passera dans la même base de données. Voilà, on vous a mis quelques exemples d'utilisation de bases de données vectorielles. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout parce qu'on n'a plus de temps. Mais concrètement parlant, tout ce qui peut être en biomédical recherche, c'est-à-dire sur du génome, on va comparer des génomes pour pouvoir différencier des structures moléculaires, que ce soit également des informations géographiques ou météorologiques. Tout un cas d'usage. On ne va pas rentrer là-dedans, on va aller un tout petit peu plus vite. Et du coup, là, je vais passer sur un point important parce que c'est bien gentil d'avoir de la donnée, mais autant il faut l'utiliser. Et du coup, alors Oracle propose le service Analytics, que ce soit on-premise ou dans le cloud, il peut être déployé des deux côtés, qui va pouvoir vous permettre de faire l'analyse, c'est-à-dire avoir des dashboards de vos données pour les comprendre, les analyser, faire des modèles sémantiques. Également, tout ce qui est de la data visualisation peut être intéressant pour dans les entrepôts de données, typiquement pour savoir quel produit est en stock ou pas. Je donne un exemple un peu bateau, mais assez parlant. Et également, là où on va être ce qui va être intéressant, c'est toute la partie analyse augmentée. Donc on parle beaucoup de réalité augmentée, là on va faire de l'analyse augmentée. C'est-à-dire qu'on va intégrer du chatbot ou du voice recognition avec notre outil Speaking, qui va vous permettre de pouvoir interroger directement la base de données en mode chat ou même en parlant. Et également tout ce qui va être de l'IA générative, de l'automatic inside ou du data buffering. Voilà. Hop. Concrètement parlant, si je dois résumer ça, c'est simple. C'est une plateforme intelligente qui va vous ramener les moyens d'intelligence artificielle, de machine learning pour pouvoir augmenter vos données, les utiliser mieux. Également une approche modulaire et surtout open, parce qu'on ne s'intègre pas qu'avec des produits Oracle, on s'intègre avec tous les produits. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est n'importe où. Ça peut être dans le cloud ou on-premise. Merci à tous. Merci. Merci Marc. Merci Saïd. Voilà, on va enchaîner. En gros, on va passer aux travaux pratiques. Juste pour rappeler en fait à tous ceux qui sont connectés à distance que vous pouvez poser vos questions à l'écrit. On aura une session tout à l'heure de questions-réponses à la fin. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Donc je me tourne vers nos intervenants suivants. Donc on va voir voilà, la vraie vie des projets avec Michel et David donc, de Oracle Consulting. Là, je vous laisse la parole. Merci. Merci. Donc, vous avez vu plein de belles fonctionnalités dans cette base de données. Maintenant, il va falloir migrer. Donc, ce que l'on va essayer de vous présenter ici et de vous expliquer, c'est que migrer, ça ne fait pas forcément mal. Et on reviendra avec David sur une expérience récente de migration. Alors, il ne s'agissait pas que de base de données, mais les principes restent les mêmes. Donc, voyage vers le cloud, mais aussi voyage vers une nouvelle version. C'est quoi les étapes? Rien de bien secret. On va définir, on va se préparer, et ensuite on va implémenter. Alors, on va définir quoi? On va définir une stratégie, on va définir une architecture, et on va mettre en place le tenant ou les infrastructures on-prem, et on va préparer les bases, préparer la migration des bases. Et ensuite, l'implémentation, vous savez qu'un informaticien, en gros, moins il en fait le jour de la mise en production, mieux ça se passe. Et donc, si on a bien préparé, c'est l'objectif que l'on poursuit. Alors, David va vous présenter un petit peu ce qu'on fait en matière d'infrastructure, de préparation, d'automatisation, et j'essaierai de vous parler de quelques principes de migration, que ce soit des migrations de données ou des migrations d'applications, qui nous paraissent en fait de nature à simplifier les migrations et à faciliter les migrations et à faire en sorte que les techniciens, le jour de la mise en prod, fassent le moins de choses possible. David? Alors, en termes d'infrastructure, en fait, donc, tout d'abord, il va falloir préparer le terrain pour les data, donc pour héberger les bases de données. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va préparer le tenant, on va mettre donc, en place tout ce qui est infrastructure réseau, tout ce qui va être sécurité, policy. Donc, on va mettre en place donc, toute la connectivité avec le on-prem, puisqu'il va falloir transférer les données d'un point à l'autre, donc on-prem ou éventuellement vers notre cloud provider.
On met en place tout ce qui va être gouvernance. Donc la gouvernance du tenant, ça va être en fait la gestion des utilisateurs, la gestion des policies, qui a le droit de faire quoi dans le tenant, parce que tout le monde n'aura pas le droit d'accéder à toutes les ressources et à toutes les bases. L'identification des flux. Donc l'identification des flux, c'est si je mets une database en fait, qui a besoin de lui parler, en fait, qui a l'application, mais aussi qui a au niveau des applications, si je ramène l'application avec, comment en fait les applications seront accédées par les utilisateurs. Ensuite, on va se préoccuper de l'outillage existant. Donc l'outillage existant, c'est si vous avez déjà des outils de surveillance, des outils de backup et autres que vous voulez conserver, on les met en place. Et les contraintes de DRP. Donc contraintes de DRP, si vous avez des contraintes de disaster recovery distant ou en fait des contraintes de disponibilité qui sont importantes, en fonction du data center et de la région que vous allez choisir, on va vous mettre en tel endroit avec un DRP, donc sur une autre région ou dans la même région, mais sur un autre availability domaine. On va intégrer donc tout ce qui va être composant commun, donc les firewalls, les load balancers. Donc load balancer, si vous prenez le load balancer aussi, si vous prenez d'autres technologies de load balancer, en fait, il faut savoir en fait dans quel réseau on va les placer pour, même chose en fait, identifier les flux, placer les flux. Les outils de monitoring. Donc typiquement, donc là on parle d'OEM, mais ça peut être du Grafana. Donc sur OCI, il y a une data source Grafana qui est native, donc avec toutes les métriques natives des composants qui sont récupérables. Et la partie sécurité, donc la partie bastion. Comment j'accède aux données, comment j'accède à tout ce qu'on va mettre en place au niveau infrastructure. Le tout donc, fait directement en infrastructure as code. La plupart du temps, en fait, la demande des clients, c'est de faire du Terraform. Donc, pour déployer toute l'infrastructure de manière en ligne de code et ne rien faire au niveau des consoles. Les consoles en fait, ne servent qu'à contrôler ce qu'on a fait. On fait tout en Terraform. Et dès qu'on a passé la couche OCI, on va faire du Ansible dans les VM. Donc du Ansible en fait, pour aller en fait, à l'intérieur de la VM et faire en fait, des choses qui seront réentrantes systématiquement, que je peux rejouer à l'infini. Et surtout, on s'assure donc de l'évolutivité de l'infrastructure, donc avec une organisation du code en fonction de modules. En fait. Donc on va rappeler des modules et on va juste lui passer des fichiers de paramètres pour reprovisionner des ressources. Donc choisir les bons paramètres, définir l'architecture et le code pour favoriser en fait l'évolutivité. Donc l'utilisation d'un module, ça permet en fait d'avoir, si j'ai plusieurs compartiments, je rappelle le module et je lui passe juste des paramètres différents qui vont me permettre en fait de juste changer des variables égale valeur et de réexécuter le même code. Et si je modifie le code, il est appliqué en fait pour l'ensemble des composants. Et ensuite, donc on fait une démarche itérative et on explique au client en fait pourquoi on a fait ça, comment on l'a fait, et on fait un transfert de compétences en fait vers le client. Donc tout le code et la partie infrastructure doivent être réentrants. Ça veut dire qu'en fait, je peux le rejouer à l'infini sans jamais en fait tout casser. Je repasse la main à Michel. Voilà. Et donc sur cette partie infrastructure as code, évolutivité, sur un projet, je crois qu'on a beau avoir les meilleurs architectes du monde, et sur le projet dont je vais vous parler tout à l'heure, je pense que David en fait partie, on ne réglera pas, on ne traitera pas tous les sujets au départ. Et donc, c'est vraiment très important que toute l'infrastructure soit automatisée et qu'on soit capable de la modifier en ligne sans toucher à l'application. Et ça, c'est ces principes-là qui permettent d'arriver à ça. Maintenant, on a beau avoir la plus belle architecture du monde, la plus belle infrastructure du monde, la plus belle application du monde. Il y a un point critique dans une migration, c'est les données. Parce que vous pouvez avoir une application qui se migre, qui est online, etc. Si vous n'arrivez pas à transférer vos données sur la plateforme cible, qu'elle soit cloud ou on-prem, en gros, ça ne sert pas à grand-chose, en fait. Donc, le déplacement des bases, alors, je parle ici déplacement des bases, les principes sont quasiment les mêmes pour l'application, mais moins critiques. Donc, quel est notre credo, en fait, quand on va déplacer des bases de données? C'est, comme je vous le disais tout à l'heure, essayer de n'avoir rien à faire ou le moins possible le jour de la mise en prod, mais surtout limiter le temps d'indisponibilité. Et on sait que quand on migre une application, quand on migre une base de données, souvent, oh là là, le temps d'indisponibilité, il dépend de la taille de la base, il dépend de ceci, il dépend de cela. On va essayer, et je vais essayer de vous convaincre en fait qu'on va essayer de masquer tout ça, de faire en sorte que la bascule de la base de données soit juste un switch le jour de la mise en prod pour laisser justement le temps aux techniciens, aux ingénieurs, aux équipes d'exploit de bien préparer l'arrivée des utilisateurs plutôt que de s'embêter à la migration des données.
Donc, quand on va vers une nouvelle infrastructure, on a des nouvelles fonctionnalités. On a par exemple du chiffrement lorsqu'on va vers le cloud. Donc, il faut prendre en compte l'introduction de ces changements de version, de ces nouvelles fonctionnalités, si nécessaire. Est-ce qu'on va transformer notre infrastructure ou pas? Je pense que vous avez encore énormément de bases de données dans vos entreprises qui sont des bases de données single tenant. Donc là, il va falloir introduire ces fonctionnalités-là. Et le point le plus important, comme je vous le disais, c'est d'essayer de dissocier au maximum la bascule de la base de données, ou plutôt le transport de la base de données de la bascule applicative. Et bien sûr, il faut prendre en compte toute la partie connectivité applicative. Alors on se rend compte dans la vraie vie que souvent on ne connaît pas ses clients, on ne connaît pas forcément qui se connecte à la base de données, on ne connaît pas les versions de drivers, les choses comme ça. Donc ça, c'est des choses à prendre dans la préparation et dans les principes de migration. Il faut tenir compte de ça. C'est un petit peu dommage de se retrouver le jour de la mise en prod avec un driver JDBC version 4 ou 5 qui, ah bah tiens, c'est bizarre, il ne se connecte plus à ma base de données. Donc tout ça, tous ces principes-là vont déterminer en fait la démarche et la méthode de migration. Donc, comme je vous le disais, nous, chez Oracle, nous essayons de travailler le plus possible sur la méthode de déplacement de manière à être le moins dépendant possible de la taille de la base. Le mieux que j'ai fait, c'est une base de 250 Tera en 36 heures. Je peux vous dire que ce n'était pas évident. Et le travail de préparation a fait que cette migration elle a été faite. Donc, les techniques de déplacement, on les connaît tous. Je ne vais pas vous apprendre à migrer une base de données. Par contre, je peux peut-être vous donner quelques idées pour en migrer 200 ou 300 ou 3000. Et aujourd'hui, avec l'expérience, avec les différentes migrations que nous avons faites, je suis et nous sommes convaincus au niveau Oracle Consulting que la migration online est la meilleure solution, la solution la plus sécurisée et la solution qui permet d'éviter le plus de surprises le jour de la mise en prod. Qu'est-ce que j'entends par migration online? C'est tout simplement le fait de déporter tous les travaux de migration, tous les travaux de transport de données avant la mise en prod. On fait tout avant, on synchronise nos bases de données, sources et destination. Au passage, on peut se permettre de tester l'application, on peut se permettre de faire plein de choses en avance de phase et d'être sûr que le jour de la migration, on n'aura pas de problème avec la base de données. Parce que si on a des problèmes avec la base de données le jour de la migration, ben en gros, on se dit au revoir et on revient le week-end d'après. Un deuxième point extrêmement important, c'est d'automatiser. Que vous ayez 10 bases de données, 100, 1000, 10 000, l'important, c'est d'automatiser. Pourquoi? Tout simplement parce que le risque d'erreur humaine, c'est ce qui est le plus terrible dans une opération de ce type-là. Si on automatise, on a moins de commandes à passer, on a moins de risques d'erreur humaine et surtout, on peut éventuellement confier la migration à des personnes, à des équipes qui sont moins expérimentées que ceux qui ont défini la procédure. Et ça, c'est important quand vous avez 1000, 10 000 bases de données à migrer. Effectivement, ben, ce n'est pas votre DBA senior qui va migrer toutes ces bases de données. Donc, on automatise, on intègre dans cette automatisation les différentes transformations que l'on va devoir appliquer lors de la migration. Et on peut travailler ainsi en mode usine de migration. Il y a un acronyme que j'aime bien, qui est malheureusement en anglais, qui est KISS, Keep it simple and smart. Donc, votre procédure de migration, ça n'a pas forcément besoin d'être la meilleure procédure de migration du monde, la plus rapide, puisqu'on fait du online. Finalement, la rapidité se passe au second plan. Mais il faut que ce soit quelque chose de simple à utiliser, et surtout de simple à suivre, à monitorer, etc. Donc, plus dans un contexte où vous avez des milliers, voire des dizaines de milliers de bases de données à migrer, la technique, c'est une chose, mais l'organisation autour de ces migrations, c'en est une autre qui est au moins aussi importante. Ce que j'appelle le bureau de migration, c'est
lorsque vous avez un gros parc de bases de données à migrer, on va organiser, et il y a des équipes, il doit y avoir une équipe qui est chargée de ça, qui ne fait pas de technique, mais qui prend son bâton de pèlerin, qui va contacter les projets, qui va faire en sorte d'alimenter notre usine de migration. Si on veut migrer rapidement, il faut migrer en mode industriel. Migrer en mode industriel, ça veut dire travailler en mode usine, et une usine, ça ne doit pas faire de stock. Donc ça doit avoir des entrées, des sorties. Les sorties doivent être équivalentes aux entrées. Et ensuite, l'exécution, une fois qu'on s'est bien préparé, une fois qu'on a nos procédures, nos runbooks, nos documentations de migration, le déroulement doit rester très simple, doit éventuellement pouvoir être exécuté par des personnes non expertes avec le support de DBA experts. Mais le gros des équipes de migration, finalement, ne devrait pas ou ne doit pas avoir besoin de compétences extraordinaires. Voilà, donc sur les principes, voilà, c'est des choses qui sont finalement assez basiques et finalement l'expérience nous enseigne que le plus simple est le mieux. Ce n'est pas la peine de faire la plus belle procédure de migration du monde, il faut faire une procédure qui soit efficace, simple et utilisable par tout un chacun. Alors, nous en arrivons à un petit retour d'expérience. Il nous reste... bon, c'est bien, je suis dans les temps pour une fois. Donc, nous en arrivons à un retour d'expérience d'un projet que nous avons mené avec David et puis un certain nombre d'autres personnes d'Oracle Consulting. Il ne s'agissait pas uniquement de migration de base de données, il s'agissait de migration d'une e-business suite, donc un ERP complet, on-premise vers cloud. Et cet exemple est relativement représentatif de ce que nous venons de dire, parce que l'application est extrêmement critique pour ce client. L'application est en perpétuelle évolution, toujours en développement. Le projet a duré 1 an. Pendant cette année, ils ont déployé 66 releases applicatives en 12 mois, ce qui est globalement assez énorme. Donc vous comprenez bien qu'il n'était pas question de figer tous les développements pendant 12 mois. Le cutover était très court. Alors 24 heures, quand on parle base de données, ça peut vous paraître énorme. Quand on parle d'un ERP qui discute avec l'ensemble des systèmes de l'entreprise, 24 heures, ce n'est pas de trop. Tout compris, hein, de l'arrêt de la version on-prem jusqu'au démarrage après test de non-régression de la version cloud. Les bases de données faisaient, alors il y a 3 bases de données de production, elles faisaient autour de 20 teraoctets chacune, un petit peu plus grosses même pour certaines. Au cours de la migration, quelques transformations, alors pas de grosses transformations d'architecture, mais des choses quand même relativement importantes comme la modification de la stratégie de PRA. On est passé sur un PRA distant sur 2 régions qui sont Paris et Francfort, alors que ce client était sur des data centers finalement proches. Les 15 environnements de cette application, donc 3 productions, plus tout un tas d'environnements de qualification, intégration, etc., étaient tous différents. Tous différents en termes de version, en termes d'écosystème, etc. Et les dates de Go Live, ça aussi, quelque chose de légèrement stressant quand on est comme moi en position de chef de projet. Les dates de Go Live ont été fixées 1 an avant le démarrage du projet. Et donc, le projet a duré 12 mois et il y a une centaine, voire peut-être un petit peu plus d'applications connectées. Donc, pour réaliser ce projet-là dans ces délais-là, les principes de migration qui ont été retenus, c'est ce qu'on vient de vous expliquer. C'est-à-dire, on s'est interdit avec David d'agir à la console, d'agir manuellement à la console pour provisionner, pour modifier, etc. Donc, vraiment, infrastructure as code. Migration online, c'est-à-dire on a, pour une mise en prod au 16 juillet, finalement, la migration de la base de données a commencé 15 jours, 3 semaines avant. On a migré notre base, on a migré notre application, on a pu faire nos tests en environnement de production. Et le jour de la bascule, finalement, le gros du travail sur la base de données et sur la business suite était fait. Et donc, les 24 heures étaient quasiment
exclusivement réservé aux clients pour ces opérations qui, elles, effectivement, ne peuvent être faites que le jour de la bascule. Voilà, donc les bascules, essentiellement, on s'est appuyé sur le DNS et la mise en place du PRA a été faite immédiatement après la bascule. On avait préparé les infrastructures et le DataGuard, finalement, pour parler de choses basiques, a été mis en place immédiatement après la bascule. Et finalement, le lundi matin, quand les utilisateurs sont arrivés sur l'application, non seulement ils avaient une application qui fonctionnait, mais en plus un PRA opérationnel. Donc là, on était sur une migration on-premise vers cloud. La problématique de chiffrement, nous avons choisi de ne chiffrer que côté cloud en profitant d'une fonctionnalité qui est le DataGuard hybride qui permet justement d'avoir une base chiffrée d'un côté, une base non chiffrée de l'autre. Alors, quelques faits marquants sur ce projet, qui est un projet complexe, pas monstrueusement complexe, mais relativement complexe quand même. Toutes les dates de Go Live ont été respectées, elles ont été respectées à l'heure près. Dates de Go Live qui ont été fixées, je vous rappelle, 1 an avant que nous contractualisions avec ce client. La bascule de la base de données, sans se presser, en prenant toutes les précautions nécessaires, a duré moins de 30 minutes. La bascule de l'application elle-même, la e-business suite, pour ceux qui connaissent, il y a des outils de reconfiguration, mais il y a un certain nombre d'opérations réalisées. Je crois qu'on a la plus longue que l'on ait fait, c'est de l'ordre de 1h30. Et là encore, en prenant le temps, en se posant, en prenant le temps de vérifier ce que l'on faisait, sans se presser, sans pression. Donc, ce qui veut dire que sur les 24 heures de cutover, il en restait 23 pour les équipes clients pour reconnecter l'écosystème, reparamétrer l'écosystème, faire les tests, ouvrir. Le fait marquant principal, j'en suis un petit peu fier, nous avons eu, après ces migrations en production, 0 défaut lié à la migration. Donc, ce qui montre quand même que toute la partie préparation, tous les tests que l'on a pu faire en avance de phase étaient importants et ont contribué à ce succès. Alors, quelles leçons? La migration online, comme je vous le disais, c'est du confort pour les équipes de migration et c'est de la sérénité pour les mises en production. Le DataGuard hybride nous a bien aidé pour prendre en compte le chiffrement et la préparation en avance de phase. Effectivement, plus on est prêt en avance de phase, plus on peut ouvrir l'application sur la future prod, on peut la tester. Et donc, là aussi, c'est de la sérénité. Qu'est-ce que l'on aurait pu améliorer? Le temps de reconfiguration des applications aurait pu être améliorable. Ceci dit, enfin, des applications de l'écosystème auraient pu être améliorables. Ceci dit, le client a fait son choix entre ses contraintes, son cutover de 24 heures, ce qu'il était capable de faire. Là aussi, il y a un moment, on peut automatiser à outrance, mais il y a un moment aussi, il faut s'arrêter. C'est sympa en tant que technicien de faire des scripts, etc. Mais il y a un moment, il y a l'économie qui nous rejoint et donc il faut faire des choix. Et ce que l'on aurait pu faire, alors c'est facile de dire après le projet, on aurait certainement pu, pour le même budget, avoir une construction du PRA en même temps que la construction du site primaire et donc s'éviter ces tâches supplémentaires le jour des cutovers. Voilà, David, si tu veux rajouter quelque chose sur ce projet? Je vais juste rajouter qu'en fait, on a repensé le PRA, en fait, donc le futur PRA, on l'a repensé complètement en fait pour justement éviter donc lors des prochaines bascules de version éventuellement tout ce qui est reconfiguration. Donc maintenant, en fait, ils sont vraiment dans quelque chose qui est cible et qui est assez flexible. Voilà, je vous remercie. Alors, je suis très fier de moi. Il me reste 30 secondes. Donc, si vous avez des questions à la suite, bien sûr, nous serons ravis d'y répondre. Merci. Merci David. Merci Michel, effectivement. Très belle présentation. Si vous avez des questions pour Michel et David, voilà, à l'écrit ou tout à l'heure pendant la session de questions-réponses. On va enchaîner avec Olivier, qui est au taquet. Voilà. Pour être complet sur ce data management, il fallait parler de MySQL. Voilà, beaucoup parmi vous utilisent ces technologies. Et donc, je passe la parole à Olivier Dassini. À toi, Olivier. Merci. Bonjour à tous.
voir le chrono. Ah, c'est mon slide. Qui connaît MySQL? Wow. Qui a déjà utilisé MySQL? Un petit peu moins, très bien. Et qui a déjà entendu parler de MySQL Heatwave? OK. Alors, donc c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors ça, c'est le slide le moins important. Tout en bas, mon blog, voilà, la version anglaise, la version française, pour rester au fait de l'actualité MySQL. Et n'hésitez pas à vous connecter sur LinkedIn, avec grand plaisir. Alors, chez Oracle, on est assez... Excusez-moi, oui, il y a encore 2 jours, j'étais à Fun, donc j'ai un petit... Voilà, il me reste un peu de voix là, mais je vais faire ce que je peux. Chez Oracle, on est assez gâté en fait en termes de technologie de base de données. Voilà, on est très utilisé. Oracle, DB évidemment, MySQL, et dans le monde de l'open source, MySQL reste la référence en fait. Donc le MySQL, beaucoup de gens le connaissent. Il y a une version GPL V2 communautaire, open source. On a également une version entreprise. Donc la version entreprise, c'est le MySQL communautaire avec des choses en plus, notamment du support, des fonctionnalités supplémentaires. Et on a une version cloud. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc une version cloud, c'est un service cloud en fait, tout simplement. Ce service cloud-là, il s'appelle MySQL Heatwave. Donc MySQL Heatwave, c'est le MySQL fait par l'équipe Oracle MySQL, supporté par cette équipe-là, par mes collègues. Et voilà, donc c'est le MySQL fait par MySQL, c'est MySQL Heatwave. Le MySQL Heatwave, on peut le décomposer en 2 grands courants, on va dire, 2 grandes saveurs. Il y a la partie MySQL Heatwave pour l'OLTP. Donc ce MySQL Heatwave pour l'OLTP, en gros, c'est le MySQL que vous connaissez, on-prem, qui est en tant que service cloud, en fait. Et on a le MySQL, donc celui-là, on l'appelle MDS, un petit nom. Et il y a le MySQL Heatwave, qui est un MySQL, on va dire, survitaminé, avec des super pouvoirs, qui va permettre d'utiliser MySQL dans des contextes autres que l'OLTP, le data warehouse, faire de l'analytique, gérer des dizaines de téras de données, toujours de l'analytique avec cette notion de lakehouse, gérer plusieurs centaines de téras de données, et également faire de l'apprentissage automatique, du machine learning. Alors, l'idée, en fait, du MySQL Heatwave, c'est finalement avoir une base de données et pouvoir faire différents types de workloads, en fait, de l'OLTP. On peut toujours faire de l'OLTP avec le MySQL Heatwave, mais également, comme je le disais, de l'analytique. Donc, avoir soit accélérer ces applications OLTP ou soit faire un vrai data warehouse, on va dire ça comme ça, avec ces données stockées dans MySQL. On a beaucoup, donc dans l'ADN de MySQL, il y a la performance, il y a la simplicité. On a également beaucoup travaillé sur la performance de MySQL Heatwave. Dans le cloud, en fait, il y a une métrique qui est assez importante, c'est le rapport prix-performance. Parce qu'en fait, la performance, on peut toujours en avoir plus en payant plus. C'est ce qu'on appelle scaler par la carte bleue. Là, l'idée, c'est avoir, c'est le ratio prix-performance, en fait, pour un prix donné, avoir une performance. Et là, en fait, on est plutôt pas mal, en fait, hein. Donc en configuration data warehouse, 13 fois meilleur qu'un Redshift, 28 fois meilleur qu'un Snowflake ou un BigQuery, 62 fois meilleur qu'un Databricks. Donc là, je ne donne pas les détails des benches, hein, mais c'est disponible en ligne. Tous les benches sont sur GitHub et sur oracle.com/mysql/heatwave, vous avez tous les détails. La notion de lakehouse. Donc l'idée là, c'est toujours de pouvoir faire finalement de l'analytique, mais avec des données qui sont là à ce moment-là plus seulement stockées dans la base de données ou pas du tout stockées dans du MySQL en fait, hein, mais stockées dans l'Object Store. Donc là, je vais avoir des données. Donc aujourd'hui, ce qu'on va supporter, c'est du CSV, c'est du Parquet, c'est du Avro. Donc je vais avoir ces données-là stockées dans l'Object Store et je vais pouvoir les valoriser, pouvoir faire de l'analytique dessus en fait, hein. Donc encore une fois, les données là, en fait, j'ai pas besoin d'avoir de MySQL en fait dans mon entreprise. Hein. Typiquement, si j'en ai, tant mieux. Si j'en ai pas, ça fonctionne aussi. Il suffit juste d'avoir des données stockées dans l'Object Store et je vais pouvoir les valoriser. Donc voilà, et c'est ce que je disais. Hein. Donc l'idée, c'est que je peux avoir différents types de bases de données. Il suffit juste d'exporter ces données-là en fait sous un des formats qu'on supporte, les mettre dans l'Object Store et je vais pouvoir les utiliser, les valoriser avec du SQL. Là encore, on a beaucoup travaillé sur les performances. Hein. Donc là, c'est de la performance pure. On a 500 Tera du TPCH, donc c'est un bench orienté analytique, évidemment.
on a deux types de mesures, le chargement des données et le requêtage de ces données. En général, une technologie est plutôt bonne dans l'un ou dans l'autre. Et là, en fait, quand on compare avec MySQLite Web, on voit qu'un Snowflake, par exemple, est 2 fois plus lent pour charger les données et 18 fois plus lent pour les requêter. Redshift, 9 fois plus lent pour charger les données, 15 fois plus lent pour les requêter. Un Databricks, 6 fois plus lent pour charger les données, 17 fois plus lent pour les requêter. Un BigQuery, 9 fois plus lent pour charger les données et 35 fois plus lent pour requêter. Mais là encore, c'est de la performance pure, hein, comme on disait, il suffit de payer plus et on est plus rapide. Donc, ce qui est vraiment intéressant, encore une fois, c'est le ratio prix-performance. Tout à gauche, en fait, on a donc qu'on soit en mode data warehouse ou Lakers, donc que les données soient dans le MySQL ou dans l'Object Store, on a évidemment les mêmes performances parce que c'est la même technologie HeatWave qui est derrière. Et là, le ratio est toujours super à l'avantage. OK, donc on a parlé très rapidement d'OLTP, on a parlé d'analytique. On a parlé d'analytique Data Warehouse, analytique Lakehouse. Avec le MySQLite Web, pour son coût additionnel, en fait, on peut également valoriser ces données en faisant de l'analyse prédictive, apprentissage automatique, machine learning. En fait, c'est compris dedans. L'idée qu'il y a derrière, en fait, elle est toute simple. Les données sont dans la base de données, dans votre système, en fait. On va dire un pipeline analytique classique, enfin analytique, machine learning classique, c'est de sortir les données, les analyser, etc., etc. Là, les données sont déjà à un endroit. Pourquoi pas faire rentrer finalement le data scientist dans la base de données? Il faut pousser un peu, mais ça rentre. Et c'est ce qu'on a fait. On a, grâce à la technologie Oracle AutoML, on a une sorte de data scientist virtuel qui va vous permettre en fait de créer un modèle en fait simplement. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Normalement, si j'ai du temps, je vais faire une petite démo très très rapide. Mais l'idée c'est ça, c'est de pouvoir exploiter ces données-là, qu'elles soient dans le MySQL ou dans l'Object Storage. Le HeatWave AutoML va récupérer mon fichier, l'analyser, choisir l'algorithme qui va bien et créer mon modèle et me permettre également de l'expliquer. Ça c'est important de pouvoir expliquer pourquoi la machine a pris telle ou telle décision. Alors, parmi les types d'algorithmes qu'on supporte, on a anomalie détection, classification évidemment, time series forecasting, système de recommandation et la régression. Donc, c'est du in-database machine learning. Les données restent dans la base de données, c'est plus sécure. La création du modèle est automatisée en fait. Hein. Pas besoin d'avoir d'équipe de data scientists. Si vous en avez, c'est très bien. Ils vont pouvoir fine-tuner aux petits oignons les procédures stockées en fait. Mais sinon, si comme moi vous n'y connaissez pas grand-chose, vous pouvez également créer des modèles. C'est performant, 25 fois plus performant qu'un Redshift ML. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on peut expliquer pourquoi la machine a fait telle ou telle décision. Donc voilà, comme je le disais, je peux pouvoir valoriser mes données, faire mon analyse prédictive avec les données dans du MySQL, mais également avec des données qui sont stockées dans l'Object Storage. Donc ça fonctionne avec le Lakehouse. OK, donc jusqu'à présent, on a parlé de tout ce qu'il y avait aujourd'hui disponible dans MySQLite Web. Vous pouvez tester. Hein. On a ce qui arrive en cours de développement, c'est évidemment du GenAI et de Vector Store. Si jamais GenAI, ça ne vous parle pas, pensez ChatGPT. J'ai un ChatGPT dans ma base de données. Voilà, c'est ça l'idée. Tout simplement. Sauf que, donc ça c'est la partie GenAI, et la partie Vector Store, c'est que je vais pouvoir, donc, avec le ChatGPT, avec des guillemets évidemment, dans ma base de données, je vais avoir des réponses génériques, parfois précises ou pas. Là, je vais pouvoir enrichir en fait le modèle avec mes informations métiers en fait, pour qu'il puisse me donner des réponses par rapport à mon contexte. Donc ça c'est la partie Vector Store. C'est ce que montre ce petit schéma. Tout à droite, LLM, c'est le modèle générique qui répond à tout, avantages et inconvénients. Et la partie Vector Store avec vos documents métiers, on va extraire l'information pour avoir des informations pertinentes. Un petit exemple, comment ça marche? Alors, je discute avec la base de données en langage naturel, évidemment. Là, j'ai la question, pourquoi Estuda a choisi MySQL? Estuda, c'est une entreprise brésilienne qui a choisi MySQLite Web. Et là, il va me sortir une réponse classique, on va dire. En gros, je remplace MySQLite Web par réfrigérateur ou paire de chaussures, j'aurai à peu près une réponse équivalente. Estuda a fait un retour client public, en fait. Donc, j'enrichis la base avec ce retour client. Et là, à la même question, j'ai quelque chose de beaucoup plus précis, en fait,
dans l'interview qu'ils ont donnée, c'est les mots qu'ils ont sortis. Donc la technologie a été chercher l'information dans le document et j'ai une réponse beaucoup plus précise. Et on voit également que Estuda a pour client des étudiants. En fait, ça, c'était dans l'article. Okay. Ah, on a un bug. Ça ne marche plus. Technique. Ok, j'enchaîne. Alors, j'ai la bouche sèche, donc je vais boire un petit peu d'eau. Ah, c'est bon, ça arrive. C'était fait exprès. Ok. Donc l'idée, c'est il me reste 3 minutes à peu près. On va lancer la démo, ce sera très rapide, désolé, mais c'est disponible sur ma chaîne YouTube. Si jamais elle veut bien se lancer. Ou sinon... L'idée, en fait, c'est quoi? C'est de montrer comment... Donc, je vais prendre un fichier, le monter dans l'Object Store, le mettre accessible dans le MySQL HeatWave Lakehouse. Et une fois qu'il est accessible, je vais pouvoir l'utiliser comme si c'était un objet de base de données, faire de l'analytique dessus, voilà, ma BI et tout ce qu'il faut, tout ce qui va bien. Et également pouvoir créer mon modèle, en fait, dessus. Alors, bon, vous le verrez pas, c'est pas grave. Il y a le lien là, normalement c'est disponible sur YouTube, c'était à partir de 10h30. Voilà, mais c'était surtout pour montrer que c'est super simple à faire en fait. C'est vraiment ça, encore une fois, simplicité et performance. On a un bon rapport prix-performance et en plus, notamment la partie machine learning, une database, en fait, c'est super simple. Alors je vais juste finir avec... Bon, avec la conclusion, on va conclure avec ça, c'est pas grave, c'est très bien. Donc, comme vous l'avez compris, on a une technologie One Database, en fait, qui va permettre de gérer finalement plusieurs types de workloads base de données, l'OLTP, l'analytique avec Data Warehouse, avec le Lakehouse, et également le machine learning. Okay, et puis, comme on l'a vu, en termes de prix-performance, c'est plutôt pas mal. Mais du coup, je suis en avance, je suis fier de moi. Voilà, on va s'arrêter là. Merci à vous. Merci Olivier. Effectivement, tu es en avance sur ton temps. Nous, on a globalement un petit peu dépassé. Donc, on va rentrer dans une session de questions-réponses. Donc, j'ai étudié les différentes réponses. J'ai essayé de résumer quelques points. Donc, avec Saïd, pour commencer, si tu peux me rejoindre. Revenir sur les notions de base de données distribuée. Bon, j'ai résumé plusieurs questions. Est-ce qu'on a des options et l'intérêt aussi d'implémenter des bases de données distribuées? Les bases de données distribuées, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ça s'appelle d'Oracle Sharding. C'est quelque chose qui est disponible en Enterprise Edition sans coût supplémentaire. L'idée, c'est de répartir les données sur plusieurs serveurs. Comment on va répartir ces données sur plusieurs serveurs? Par exemple, ça s'appuie sur le partitionnement Oracle. Si les DBA connaissent, c'est du partitionnement. Par exemple, je vais pas faire un partitionnement. Je vais demander à Oracle de répartir les données en fonction de façon automatique. Il va prendre une fonction de hachage, par exemple sur un numéro client, et il va mettre sur chaque partie des données sur chaque serveur en fonction de la partition. Donc, quand une requête arrive, elle, avec le driver GDBC qui est utilisé, elle va détecter quelle est la colonne du sharding, ça va être numéro client, et elle va le mettre automatiquement sur le serveur qui va bien. Si une requête arrive et qui n'indique pas la colonne du sharding, Oracle, on a un serveur coordinateur qui va envoyer la requête sur les différents serveurs shard en parallèle et va agréger les données et il va les envoyer au client. Donc, on a différentes façons de faire. Ou bien, ça sera du sharding, ça sera du hash. Ou bien, par intervalle, on va dire les numéros clients de telle valeur à telle valeur sont sur shard-là, sont sur shard-là, etc. Et on peut faire aussi du sharding en fonction il y a d'autres manières de le faire. Merci Saïd. L'autre question, alors on change de sujet, on est plutôt sur la partie IA, on va dire. L'utilisation du
du Natural Language. En fait, est-ce que c'est déjà disponible et quels sont les intérêts ou les bénéfices à l'utiliser dès maintenant? Alors, donc on a une session spécifique sur les nouveautés de 23C cet après-midi. Donc, on va bien aborder ce sujet-là. Donc, comme l'a dit Olivier, donc on pourra bientôt interroger la base de données Oracle de façon naturelle. Je peux lui dire, donne-moi les ventes sur ce produit-là sur le dernier mois à Paris. Donc là, Oracle va générer automatiquement une requête qui va aller chercher la somme des ventes sur ce produit-là. Même, ça va un peu plus loin. Hein. Je peux dire, donne-moi les ventes sur ce produit dans la plus belle avenue du monde. Donc, automatiquement, il va savoir que la plus belle avenue du monde pour nous, c'est les Champs-Élysées. Donc, il va déterminer la localisation Champs-Élysées et il va ramener les ventes sur ce produit-là. Donc, il faut vous dire cet après-midi, c'est ça, pour en savoir il ne faut plus. pas rater. Voilà. Merci, merci Saïd. Je vais demander à Michel de me rejoindre aussi. Donc, il y a une question piège pour toi, Michel. On te demande quels outils spécifiques tu utilises dans ces projets de migration. Donc, comme... C'est bon. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, les outils de migration, il n'y en a pas 150, vous les connaissez tous. C'est DataPump, c'est DataGuard, c'est Golden Gate. Simplement, ce que l'on fait dans nos projets de migration, c'est d'habiller tout ça, d'automatiser l'utilisation de ces outils. Donc derrière, il y a pas mal de scripting, il y a des choses qu'on réutilise systématiquement. Par exemple, bon, la procédure qu'on essaie d'utiliser le plus souvent, c'est la procédure DataGuard, bien sûr. Alors, on ne peut l'utiliser que si on n'a pas de trop gros changements de version, etc. Mais bon, c'est un parc de bases de données relativement important déjà qui rentre dans ces choses-là. Bon, aujourd'hui, les DataGuard, finalement, créer un DataGuard, que la base fasse 10 gigas ou 10 Tera, finalement, moi, ça prend à l'opérateur 10-15 minutes de temps de travail effectif et ensuite on surveille. Donc, c'est plus de l'habillage autour de ces procédures-là, de ces outils-là, que des outils parfaitement novateurs. Et donc, migration online, les outils, c'est DataGuard et c'est Golden Gate essentiellement. Alors, ça pourrait être les concurrents de Golden Gate, mais voilà, on ne les connaît pas. Merci Michel. On va conclure là-dessus. Merci à tous. Je vous donne donc rendez-vous pour cet après-midi, on a compris, sur la DB 23C. Et puis ensuite, on aura la suite du programme jeudi. Donc, je vais rendre l'antenne, remercier tous nos clients et partenaires qui se sont connectés via le Zoom. Voilà, merci beaucoup. Vous retrouverez donc sur le groupe LinkedIn les éléments qu'on a partagés donc, ce matin. Merci encore et à très bientôt.